Il existe un moment précis dans l'histoire de la Terre où votre meilleure chance de survie était de sauter dans l'océan. Non pas parce que la mer était sûre, mais parce que ce qui rôdait sur Terre était tellement cauchemardesque que même nager avec des requins préhistoriques semblait une option raisonnable. Cette période s'appelait le Périen tardif. Et ce que vous allez découvrir va changer à jamais votre vision de la préhistoire. Avant de plonger dans l'une des périodes les plus terrifiantes de l'histoire de notre planète, si vous aimez découvrir la préhistoire sous un angle que personne ne vous a jamais montré, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Chaque semaine, on explore des époques et des créatures extraordinaires. Et aujourd'hui, on part à la découverte d'un monde où la Terre elle-même semblait vouloir vous tuer. Le seul moment où l'océan était plus sûr que la Terre. Il existe une règle tacite dans la nature, une règle que presque tous les biologistes et paléontologues confirmeraient sans hésitation. La vie dans les océans et les mers a toujours été bien plus terrifiante que la vie sur Terre. Ce constat est largement valable aujourd'hui. Il l'était à l'époque des dinosaures. Il l'était avant eux. Et il le sera probablement encore longtemps après nous. Même au temps du T-Rex et des droméosaures, les cauchemars aquatiques surpassaient largement les terreurs terrestres. Un mosasaure, un pliosaure, un mégalodon primitif, aucun prédateur terrestre ne pouvait rivaliser avec ce que les profondeurs dissimulaient. Mais il y a eu une exception. Une période étrange, courte à l'échelle géologique, où cette règle a été complètement inversée. Une époque où sauter dans l'océan représentait véritablement la meilleure option de survie. Pas parce que la mer était sûre, mais parce que ce qui peuplait les terres était d'une violence et d'une diversité si absolue que même les eaux préhistoriques semblaient aux clémentes en comparaison. Cette période s'appelait le Linéen, la dernière époque de la période permienne qui s'est déroulée entre 259 et 252 millions d'années. Et ce que vous allez découvrir va changer à jamais votre vision de la préhistoire. Un monde méconnaissable. Avant de parler des créatures, il faut comprendre le monde dans lequel elles vivaient, car la Terre du Périen tardif était méconnaissable à presque tous les égards. Commençons par quelque chose d'aussi fondamental que le temps lui-même. À cette époque, la Lune orbitait plus près de la Terre qu'aujourd'hui. Conséquence directe, les jours ne duraient qu'environ 22 heures. Le temps s'écoulait différemment, plus vite, dans un monde déjà profondément étranger au nôtre. La géographie était tout aussi déroutante. La quasi-totalité des terres émergées de la planète étaient regroupées en un seul et même supercontinent, la Pangée. L'Afrique, les Amériques, l'Antarctique, l'Inde, l'Australie et une grande partie de l'Europe, tout était connecté en une masse terrestre colossale et continue. À l'est de la Pangée, quelques îles de taille respectable existaient indépendamment. La plus grande correspondait à ce qui est aujourd'hui la Sibérie, le Kazakhstan et le nord de la Chine. Plus au sud, une autre île regroupait le sud de la Chine, diverses régions d'Asie du Sud-Est, ainsi que des portions de ce qui deviendrait la Turquie, l'Iran et le Tibet, encerclés par l'océan Téthys d'un côté et le paléo Téthys de l'autre. Mais l'élément géographique le plus spectaculaire de cette époque était sans conteste le Panthalassa, le superocéan qui s'étendait à l'ouest de la Pangée. Ce colosse aquatique occupait plus de 60% de la surface totale de la Terre. 2 fois la superficie de l'océan Pacifique actuel. Un océan si vaste qu'il est difficile même de l'imaginer. Et pourtant, malgré cette immensité terrifiante, le Panthalassa était paradoxalement l'un des endroits les plus sûrs de la planète à cette époque. Les océans, relativement calmes. Les eaux du Périen tardif n'étaient pas désertées, mais elles étaient loin d'être les cauchemars marins que l'on associe à d'autres époques géologiques. Les requins étaient bien présents, ils l'ont toujours été, ayant émergé près de 200 millions d'années auparavant. Et si vous êtes passionné de la période permienne, vous pensez peut-être immédiatement à l'hélicoprion, ce requin de 8 mètres doté de l'une des gueules les plus étranges jamais vues dans le règne animal, avec ses dents en spirale sur la mâchoire inférieure, disposées comme une scie circulaire vivante. Mais l'hélicoprion avait déjà disparu au moment du Linéen. Il appartenait aux Dévoniens. Ce qui restait dans les eaux périmiennes était bien plus modeste. Le plus grand requin connu de cette époque, l'Ibodus, ne mesurait que 2 mètres, comparable à un requin léopard actuel. Ses dents étaient conçues pour des proies molles comme les calmars, pas pour des vertébrés osseux. Les autres requins connus, comme les Sphenacanthus et les Hybodontiformes, étaient encore plus petits, dépassant rarement le mètre.
Les euryptérides, ces arthropodes aquatiques géants qui avaient terrorisé les océans du Dévonien, étaient également présents, mais moribonds. 2 espèces seulement survivaient encore au Périen, aucune n'étant grande ni dominante. Fantômes d'une époque révolue, elles attendaient leur extinction définitive. Cette relative pauvreté de la vie marine n'était pas un hasard. Elle était la conséquence directe de l'extinction capitanienne, survenue 2 millions d'années plus tôt, un événement relativement peu connu, mais en réalité plus meurtrier que l'extinction qui allait tuer les dinosaures et plus dévastateur que l'extinction Trias-Jurassique. Ces effets avaient frappé partout, mais la vie marine en avait été la victime la plus sévère. Résultat, dans les océans du Linéen, on trouvait quelques trilobites, des ammonites, des brachiopodes, mais en nombre limité et en taille réduite. Les mers étaient vastes, relativement vides et comparativement paisibles. Sur Terre, en revanche, c'était une toute autre histoire. La montée des gorgonopsidés. L'extinction capitanienne avait certes dévasté la vie terrestre, mais contrairement à la vie marine, la vie terrestre s'était rétablie, rapidement, vigoureusement et de façon plus dangereuse qu'auparavant. Car cette extinction avait éliminé les anciens maîtres de la Terre, les dicynodontes, un groupe de grands thérapsides extrêmement diversifiés qui avaient dominé les écosystèmes terrestres pendant la majeure partie du Périen moyen. Leur disparition avait laissé un vide écologique immense, et dans ce vide, un groupe s'était précipité avec une efficacité redoutable, les gorgonopsidés. Ces animaux avaient été découverts par les paléontologues en 1876. Leurs restes étaient si impressionnants et si terrifiants que les chercheurs avaient décidé de les nommer d'après les gorgones de la mythologie grecque. Ces créatures dont le regard transformait les hommes en pierre. Le nom était mérité. Tous les gorgonopsidés partageaient un ensemble de caractéristiques distinctives. Des dents profondément implantées, une démarche parasagittale efficace, un crâne long et étroit, et surtout des incisives et des canines allongées, acérées comme des rasoirs. Ce faisant, ils devenaient l'un des premiers groupes de prédateurs à dents de sabre de l'histoire de la vie sur Terre. Cette dentition leur conférait une ressemblance superficielle troublante avec les félins à dents de sabre comme le smilodon, qui n'apparaîtrait que des dizaines de millions d'années plus tard. Mais les gorgonopsidés n'étaient ni des chats, ni des félins, ni même des mammifères. Ils appartenaient aux thérapsides, ce groupe remarquable qui se situait quelque part entre les reptiles et les mammifères sur l'arbre évolutif. Les premiers gorgonopsidés avaient fait leur apparition il y a 265 millions d'années, au cours du Périen moyen. À cette époque, ils étaient petits, pas plus grands qu'un pied humain, et se nourrissaient de petits thérapsides et de reptiles. Mais au fil du temps, avec chaque nouveau genre, leur taille avait augmenté régulièrement. Et après l'élimination des dicynodontes, cette tendance s'était accélérée de façon spectaculaire. Yggdrasil inostrancevia, le roi de la Terre, Permienne. Au sommet de cette lignée évolutive trônait l'Inostrancevia, le plus grand gorgonopsidé de tous les temps et le plus grand prédateur terrestre du Périen supérieur. Les restes fossiles découverts suggèrent que les adultes pouvaient mesurer plus de 3,5 mètres de long et peser plus de 453 kg, soit la taille et le poids d'un grand ours. En moyenne, les individus étaient comparables à des tigres en termes de gabarit. Mais sa taille n'était pas son seul atout. L'Inostrancevia possédait des membres longs et extrêmement robustes qui le rendaient à la fois endurant et étonnamment rapide, capable de surpasser à la course une multitude d'herbivores de taille moyenne à grande. Et une fois la proie rattrapée, ce qui l'attendait était absolument terrible. L'Inostrancevia arborait des canines supérieures surdimensionnées, mesurant jusqu'à 15 cm de long, parmi les plus grandes dents jamais observées chez les thérapsides non mammifères. Ces canines n'étaient pas seulement longues. Elles étaient recourbées et finement dentelées, conçues pour trancher la chair avec une facilité redoutable, provoquant des hémorragies massives et des dommages catastrophiques aux organes vitaux en une fraction de seconde. Comment l'Inostrancevia chassait-il exactement? Le débat scientifique se poursuit. Deux hypothèses s'affrontent. La première suggère des tactiques similaires à celles du Smilodon, une attaque précise à la nuque, une morsure dévastatrice, puis un retrait stratégique pour laisser l'hémorragie et le choc faire leur travail. La seconde envisage une mise à mort plus directe et plus rapide.
Quelle que soit la méthode, le résultat était le même pour la proie. L'Inostrancevia était également remarquablement adaptable géographiquement. Son aire de répartition couvrait ce qui est aujourd'hui plusieurs régions d'Afrique, d'Asie et de Russie européenne. On le trouvait dans les plaines inondables chaudes et humides d'Afrique du Sud, aussi bien que dans les déserts froids de Russie, où le relief se limitait à quelques lacs peu profonds et à de rares forêts de Glossopteris. C'est d'ailleurs cette capacité à survivre dans les environnements froids de Russie qui a conduit certains paléontologues à envisager qu'il possédait peut-être de la fourrure, une hypothèse non confirmée mais séduisante. Les Rubigeinae, la famille la plus redoutable. Mais l'Inostrancevia n'était pas seule. Le Périen supérieur abritait des dizaines d'autres espèces de Gorgonopsidés, et en Afrique du Sud, une sous-famille entière avait évolué indépendamment pour produire ses propres géants. Les Rubigeinae constituaient en moyenne la famille de Gorgonopsides la plus grande, et se distinguaient par des crânes particulièrement robustes, un remplacement dentaire fréquent, et des dents profondément dentelées, probablement encore plus efficaces pour trancher la chair que celles de l'Inostrancevia. Parmi eux, le Rubigea atrox était particulièrement impressionnant. Vivant dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud et la Tanzanie, il pouvait atteindre 3 mètres de long. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'était son crâne, représentant plus de 15% de la longueur totale du corps, extrêmement épais, présentant des signes de bossage crânien, des protubérances osseuses indiquant une adaptation à mordre et à gripper des proies particulièrement puissantes, comme le Smilodon 250 millions d'années plus tard, et le Rubigea ne misait pas sur une force de morsure extraordinaire. Les reconstitutions indiquent environ 715 newtons, soit seulement 20% de plus qu'un loup. Il misait sur la perfection de conception de ses dents, capables de percer sans effort les peaux les plus épaisses. Et le Rubigea était rarement seul. Des indices indirects suggèrent qu'il coexistait régulièrement avec d'autres membres de son sous-groupe, qui comprenait 9 genres de taille moyenne à grande. Et certaines données indiquent même qu'il coexistait avec l'Inostrancevia en Afrique du Sud, 2 superprédateurs de taille et de morphologie similaires, partageant le même territoire, générant inévitablement des conflits fréquents et intenses. C'était véritablement la planète des Gorgonopsidés. Les thérocéphales, les autres maîtres. Les Gorgonopsidés n'étaient pas les seuls prédateurs dominants du Périen tardif. Les thérocéphales, un groupe apparu au cours du Périen moyen, étaient tout aussi répandus et même plus diversifiés. Moins grands que les Gorgonopsidés à cette époque, ils compensaient par une diversité remarquable, avec des espèces présentes en Russie, en Antarctique, en Afrique et en Chine. La majorité étaient des prédateurs carnivores, mais certains étaient herbivores, une diversité fonctionnelle que les Gorgonopsidés n'atteignaient pas. Morphologiquement, ils présentaient certaines similitudes avec les Gorgonopsidés, un grand crâne, et une structure corporelle comparable, mais avec des différences clés. Crâne plus large et plus profond, dents plus petites et plus droites, corps plus court et constitution plus compacte. Parmi eux, des espèces particulièrement troublantes. 2 espèces, les Ichibops et les Euchambersia, de la taille d'un chien, étaient peut-être venimeuses. Si cela s'avère exact, ce seraient les premiers tétrapodes de l'histoire à avoir développé du venin. Une adaptation extraordinaire qui, si elle était confirmée, représenterait une révolution dans notre compréhension de l'évolution du venin chez les vertébrés. Mais parmi tous les thérocéphales, celui qui se démarquait le plus était le Moscorinus, un prédateur de la taille d'un jaguar avec une tête aux proportions de lion, équipé de nombreuses dents coniques extrêmement acérées. Sa tête disproportionnée impliquait une morsure puissante. Et les paléontologues pensent qu'il immobilisait ses proies avec ses membres antérieurs puissants avant de les achever avec ses mâchoires redoutables. Le Moscorinus était l'un des thérocéphales les plus abondants à la fin du Périen, l'un des rares non-gorgonopsidés à avoir atteint le statut de superprédateur, remplaçant peut-être même les gorgonopsidés dans certains environnements spécifiques. Et il existait des thérocéphales encore plus grands, notamment le Megawaitsia, un parent éloigné du Moschorinus mesurant 3 mètres, qui régnait sur la Russie européenne pendant la première moitié du Linéen. Les coprolites, excréments fossilisés, suggèrent qu'il se nourrissait probablement de grands dicynodontes.
Certaines études de son squelette indiquent même qu'il possédait peut-être une glande à venin et des canaux venimeux capables d'injecter des doses mortelles lors de la morsure. Une hypothèse controversée, mais fascinante. Une diversité de prédateurs sans précédent. Même avec les gorgonopsidés et les thérocéphales, on n'avait pas fait le tour des prédateurs du Périen tardif. Les protérosuchidés ressemblaient superficiellement à des crocodiles. Minces, agiles, dotés de dents acérées comme des aiguilles. Contrairement aux carnivores thérapsides, ce groupe était composé de reptiles, présents sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique et de l'Amérique du Nord, chassant aussi bien sur Terre que dans les eaux peu profondes. Les croniosuchidés ressemblaient également aux crocodiles, mais arboraient une armure dorsale étendue, une protection contre les attaques des grands thérapsides. Certains genres, comme l'Uralerpeton, atteignaient en Russie européenne des dimensions comparables à celles des alligators américains femelles. Les amphibiens primitifs constituaient une catégorie à part entière. Prospérant grâce à la géographie de la Pangée, beaucoup avaient évolué pour devenir des chasseurs à l'affût spécialisés, se nourrissant opportunément de tout ce qui s'aventurait trop près de l'eau. Les Rhytidostaida étaient particulièrement redoutables pour toute proie terrestre imprudente. Le plus grand représentant aquatique, l'Uralocentron, était un monstre de 4 mètres qui résidait en Afrique du Sud. Et en Russie européenne, les archégosaures compensaient l'absence d'Uralocantron, des tétrapodes plus minces mais pouvant également atteindre des dimensions considérables, avec certains genres comme le Mélosaurus atteignant 3 mètres de la tête à la queue. Les herbivores, survivants contre toute attente. Face à une telle concentration de prédateurs, on pourrait légitimement se demander comment les herbivores parvenaient à survivre. Et pourtant, ils étaient non seulement présents, mais plus diversifiés que les carnivores. Le Lystrosaurus était l'un des herbivores les plus célèbres, un dicynodonte de la taille d'un blaireau ou d'un cochon, parmi les animaux les plus abondants de l'époque. Sa morphologie était étrange, mais ne vous y fiez pas. Il possédait de puissantes pattes et des défenses qu'il utilisait probablement pour creuser des terriers profonds, lui offrant un refuge indispensable face aux prédateurs. D'autres groupes avaient également développé la capacité de creuser des terriers, comme les cyodontes, utilisant leur large crâne pour déplacer d'importantes quantités de terre. La protection souterraine semblait être une stratégie de survie largement répandue. À l'opposé du spectre défensif se trouvaient les pareiasaures, de véritables chars d'assaut vivants. Ces animaux possédaient de larges cornes osseuses incrustées dans leur peau, des os lourds et extrêmement denses, et constituaient certains des plus grands animaux du Périen tardif. Le plus célèbre d'entre eux, le Scutosaurus, pesait plus de 1,2 tonnes pour une longueur comparable à celle des grands gorgonopsidés. Lent, massif, pratiquement impénétrable grâce à son armure naturelle, des pointes ornant son crâne et des muscles si denses qu'il rendait toute pénétration extrêmement difficile. Un ciel relativement clément. Dans ce tableau apocalyptique, le Périen tardif offrait un avantage inattendu par rapport au Mésozoïque, l'absence de menaces aériennes majeures. Contrairement à l'ère des dinosaures où de grands ptérosaures patrouillaient les ciels, le Périen tardif ne comptait aucun géant dangereux dans les airs. Les insectes géants et les Palaeodictyoptera existaient, mais ils étaient inoffensifs pour les grands animaux et peu diversifiés, conséquence de l'effondrement de la forêt tropicale carbonifère. Les plus grands animaux volants étaient probablement les Weigeltisauridae, une famille de reptiles planeurs ne dépassant pas la taille d'une grosse chauve-souris. Désagréables à côtoyer, mais dangereux uniquement pour les insectes, passant la plupart de leur temps dans les arbres. Et la nature elle-même. Comme ennemis. Mais si les prédateurs ne suffisaient pas, la nature elle-même du Périen tardif était hostile à l'extrême. La vie semblait principalement concentrée dans quelques régions, Russie européenne et Afrique du Sud principalement, parce que de vastes étendues de la Pangée étaient quasiment inhabitables. Les températures moyennes atteignaient 35 degrés Celsius, 2 fois plus chaudes qu'aujourd'hui. Cette chaleur étouffante engendrait une aridité extrême, créant d'immenses déserts près de l'équateur où la vie était quasiment inexistante. Au nord, les monts Oural primitifs créaient des zones sujettes à de graves sécheresses. Et si de telles conditions apparaissaient aujourd'hui, la vie connaîtrait un déclin dramatique. Et pourtant, ce climat cauchemardesque était en réalité relativement clément pour le Périen tardif.
car il y a environ 252 millions d'années, tout allait empirer de façon cataclysmique. À la grande extinction, la fin de tout. À 252 millions d'années, la Terre a vécu son pire moment absolu. L'extinction de la fin du Périen, aussi appelée la grande extinction, est simplement la pire extinction de masse de toute l'histoire de la Terre. Rien avant ni après ne l'a égalée en ampleur. Et elle a commencé par les éruptions des trappes de Sibérie, des éruptions volcaniques d'une échelle sans précédent dans l'histoire de l'humanité, couvrant une superficie comparable à celle de l'Europe occidentale de coulées de lave d'1 kilomètre d'épaisseur. Ces éruptions ont rejeté des quantités colossales de dioxyde de carbone et de soufre dans l'atmosphère, réchauffant la surface terrestre à des températures cauchemardesques. Dans certaines régions, la température moyenne annuelle aurait atteint celle de la vallée de la mort pendant son mois le plus chaud. Et même avec une résistance surnaturelle à la chaleur, les rejets constants de gaz toxiques auraient provoqué une asphyxie progressive. L'oxygène atmosphérique a chuté de façon drastique, provoquant des états d'hypoxie généralisés. Certaines études indiquent même que ces éruptions ont causé des dommages massifs à la couche d'ozone, augmentant potentiellement les rayonnements ultraviolets de plus de 5000% dans certaines parties du globe. Le bilan final est écrasant. 57% des familles biologiques et 83% des espèces ont disparu. Pour comparaison, l'extinction du Crétacé tertiaire, celle qui a tué les dinosaures et que l'on considère généralement comme la plus brutale, n'a fait disparaître qu'environ 17% des familles biologiques. Et dans cet apocalypse, la vie aquatique a encore plus souffert que la vie terrestre, victime de la montée des températures et de l'acidification dramatique des océans. Mais si vous aviez pu plonger dans ces eaux à ce moment précis, vous n'auriez pas brûlé. Vous auriez nagé dans ce qui ressemblait à un jacuzzi géant. Une raison de plus pour préférer l'eau à la terre, au moins à cet instant précis de l'histoire de notre planète. Si cette vidéo vous a transporté dans une époque que vous ne connaissiez peut-être pas, laissez un like. Ça prend 2 secondes et ça aide énormément la chaîne à grandir. Et si vous voulez continuer à explorer les périodes les plus fascinantes et les plus terrifiantes de la préhistoire, abonnez-vous maintenant. On a encore beaucoup de monde oublié à explorer ensemble. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.